Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. J'ouvre un chapitre qui s'appelle « Réinvention » et sera composé de plusieurs volets. Il y a 5 ans, j'avais co-construit un parcours à destination de dirigeants avec un partenaire. Celui-ci se déroulait sur 9 mois en commençant à Paris et en se terminant à Saint-Émilion. Cette durée est symbolique et représente la maïeutique qui permet à la personne d'accoucher des vérités qu'elle a en elle-même. Cela m'a d'ailleurs donné envie de le réactiver et nous allons prochainement le proposer en masterclass. Et c'est aussi une rencontre récente qui m'a fait replonger dans ce parcours. J'ai été très émue de m'apercevoir qu'il s'agissait et s'agit toujours d'un contenu intemporel qui accompagne un dirigeant à progresser dans son développement personnel pour ensuite faire grandir son environnement professionnel et éviter d'entraver les initiatives audacieuses au sein de son organisation. Nous constatons en effet que la complexité croissante génère de plus en plus de crispations et savons qu'une organisation ne peut pas se développer plus loin que l'endroit où se situe son dirigeant. Vous verrez les parallèles saisissants entre un individu et une organisation. Et si je pose ce principe de façon plus large, que l'on soit dirigeant ou non, agir sur son développement personnel est utile à chacune et à chacun pour avoir une vision plus juste du monde qui nous entoure et donc d'agir de façon plus adaptée pour soi comme pour les autres. C'est pour ces raisons que j'ai eu envie de vous partager des morceaux choisis du parcours Réinvention pour que nous embarquions dans un beau voyage ensemble. Ce voyage a un sens bien défini et fera de nombreuses escales autour d'une dizaine de temps forts qui composent ce parcours, à commencer par le premier qui s'intitule « Construire son propre chemin ». Et pour que vous n'attendiez pas trop entre chaque escale, les épisodes seront exceptionnellement hebdomadaires. Je dédicace ma série « Réinvention » à cette personne qui se reconnaîtra. Mais alors, que signifie construire son propre chemin ? C'est d'abord se poser des questions. Le chemin que j'ai parcouru jusqu'alors était-il voulu ou subi ? En d'autres mots, dois-je suivre un chemin ou ouvrir mon propre chemin ? Suis-je libre d'agir ? Suffit-il de vouloir pour agir ? Ne faut-il pas également pouvoir agir ? Qu'ai-je alors à surmonter pour avancer sur mon chemin ? Nietzsche a écrit d'ailleurs « Deviens ce que tu es ». Nous l'avons traduit en nécessité de suivre son appel intérieur, c'est-à-dire de prendre conscience que nous sommes à la fois créateurs et acteurs de notre vie. Cela peut s'apparenter à une injonction paradoxale, tant la formule claque comme un slogan et paraît étrange, car elle convoque 2 notions apparemment incompatibles entre elles, l'être et le devenir. Nous avons à apprendre à concilier une nécessaire stabilité de notre être aux mouvements et aux fluctuations inattendues de la vie, tout en acceptant d'être en construction de nous-mêmes. Car il n'est pas de quête plus difficile que celle de la connaissance de ce que l'on n'est pas encore. Or, nous sommes comme retenus de devenir ce que nous sommes réellement sans être encore nous-mêmes. Alors nous sommes bloqués, comme empêchés d'agir et de nous réaliser. Nous avons le sentiment d'être uniques, mais enfermés. Alors comment nous libérer et de quoi ? Tout d'abord, de notre héritage culturel et de notre éducation, de notre famille et de notre milieu social, de notre société et de sa morale, de notre entreprise et de ses valeurs. Bref, nous sommes comme enfermés par un double regard, celui que nous portons sur nous-mêmes
est celui que les autres portent sur nous, ou plus justement, celui que nous pensons que les autres portent sur nous. Dès lors, le premier des exercices consiste à prendre conscience que nous sommes en partie le produit d'une histoire et qu'ensuite, c'est à nous et à nous seuls de faire le tri dans notre héritage. Avoir l'audace de revenir à soi passe par ce double regard qui nécessite l'effort de se redécouvrir. Finalement, deviens qui tu es est une manière d'inviter à ne pas penser trop vite que nous sommes ce que nous sommes, mais à traverser l'ensemble de nos devenirs, c'est-à-dire à expérimenter. Et devenir ce que je suis, c'est devenir tout ce que je peux être. C'est me libérer d'une idée de moi-même, des idées que les autres se font de moi-même, non pas par volontarisme, qui me ferait chercher à devenir ce que je ne suis pas, mais par l'envie de me redécouvrir pour aller au bout de mes envies. Notre être est comme un voyage à accomplir, et c'est par des étapes que nous découvrons notre géographie et notre territoire intérieur. Nous pouvons devenir le sculpteur de notre vie. Et Nietzsche nous rappelle qu'il n'y a pas de « moi » donné une fois pour toutes. Il invite chacune et chacun à produire son « moi », celui qui est unique. Devenir ce que l'on est une expérimentation que nous sommes les seuls à pouvoir conduire. Le mariage, par exemple, est une expérimentation incroyable sur notre aptitude à faire corps et vie avec l'autre. Et si nous partons de l'émancipation officielle de la femme dans les sociétés modernes, les réussites du premier coup restent minoritaires, car composer en permanence avec l'autre est un travail qui demande beaucoup d'engagement, d'énergie et de conscience, à la fois de soi et de l'autre. C'est une expérimentation de temps fort et de temps faible. Il en va de même pour une recherche de travail ou pour une prise de poste dans un environnement donné. C'est une expérimentation qui demande une débauche d'énergie avec une grande différence par rapport à celle que je viens de mentionner, le mariage, car c'est un contrat aux parties prenantes multiples avec des intérêts potentiellement divergents. Avant qu'un objet soit fabriqué, il est pensé et conçu par son artisan dans sa forme, son utilité et sa structure. Son essence précède donc son existence, comme le disait Sartre. Par rapport à cet objet, nous sommes dans une situation, nous, les êtres humains, complètement inversée. Nous venons au monde sans essence. Nul artisan surnaturel, nulle divinité ne nous destine à quoi que ce soit. Nul distinct, nul déterminisme ne nous oblige absolument à telle ou telle action. Notre existence précède donc notre essence. Nous n'avons pas de modèle préétabli à réaliser et aucune prédestination ne nous enferme dans un modèle idéal. Et le jour où nous comprenons que notre liberté est infinie, alors c'est le vertige sublime. Dans un monde qui paraît contingent, dénué de sens et parfois absurde, nous prenons conscience que le projet humain est le seul qui puisse donner au monde un sens et des valeurs. Et la condition de possibilité de réalisation du projet humain est son absolue liberté. C'est pour cela que réside en nous un principe infini de liberté, celui du choix. Il n'y a pas d'essence humaine figée ou préétablie. Chacun de nous doit y dessiner sa figure. La liberté humaine désigne chez Sartre cette possibilité qui nous est donnée de mettre à distance, à tout instant, la chaîne infinie des causes, la chaîne infinie de ce qui nous entrave. Mais si nous n'en faisons pas usage, alors
nous ne nous déterminons en rien et nous ne déterminons rien non plus. Notre responsabilité est toujours en première personne et c'est à nous de choisir. Car lâche ou héroïque, personne ne peut chercher d'excuses qui l'auraient contraint à être ce qu'il est devenu. Et il existe bon nombre d'exemples de personnes connues qui se sont extirpées d'une condition initiale désastreuse, de conditions de vie condamnées aux yeux des autres. Et pourtant, elles ont réussi à s'en arracher et à conjurer le sort, comme on dirait. Même lorsque nous faisons un choix dit par défaut, nous faisons quand même un choix. Et nous ne pouvons pas dire de la neutralité ou de la passivité qu'elles sont responsables de nous. Une des plus grandes difficultés de l'humain est que la liberté est angoissante, car elle nous met face à un sentiment de la conscience de notre totale liberté. Et c'est un sentiment vertigineux des possibles. Car être libre, c'est être responsable. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Alors il peut être angoissant de faire usage de sa liberté. Être libre, c'est être responsable. Être responsable, c'est choisir. Choisir, c'est accepter et assumer les conséquences de ses choix. Sartre appelle mauvaise foi le mensonge qui consiste à nous affirmer libres quand cela nous arrange et à nous chercher des excuses, les circonstances, les systèmes, la malchance, etc., lorsque nous voulons fuir nos responsabilités ou que nous refusons d'assumer nos erreurs ou nos fautes. La mauvaise foi est la conscience qui pratique le mensonge à soi-même pour échapper à l'angoisse et à la difficulté de la liberté. La mauvaise foi est une fuite devant notre infinie liberté. J'aime beaucoup ce mot peu répandu dans la langue française et que nous devrions tous considérer, qui est celui d'être des faiseurs. Les anglo-saxons appellent cela des doers, c'est-à-dire que nous devrions considérer l'expérimentation comme faisant partie de la construction, de notre construction. C'est aussi la symbolique du droit à l'erreur, car rares sont les personnes qui parviennent à un produit abouti du premier coup. Souvenez-vous de la tarte tatin, c'est le délicieux résultat d'une erreur. Nous sommes notre propre voyage, un voyage à accomplir par des étapes qui nous font découvrir notre géographie et notre territoire. Et personne, mieux que nous-mêmes, ne peut trouver le chemin qui nous convient. C'est pour cela qu'être présent à soi est important. Cette posture de présence à soi nous permet d'adopter une discipline quotidienne qui nous aide à cultiver des temps pour apaiser notre mental hyperactif, hyper sollicité et à garder un canal ouvert vers notre cœur et vers nos tripes. Il est tout aussi important d'être présent aux autres pour se laisser inspirer et toucher par eux. Par ce formidable effet miroir, ils peuvent réveiller en nous l'appel intérieur de notre être. L'altérité nous aide à nous situer dans ce que nous sommes et dans ce que nous ne sommes pas, dans notre identité, dans la qualité de ce qui est autre, de ce qui n'est pas le même que nous. Par le biais d'autrui, nous prenons conscience de notre propre existence et souvent, l'enfer, dont parle Sartre, serait la mise en lumière de nos parts d'ombre et donc de qui nous sommes vraiment. L'altérité est donc parfois perçue comme menace, parfois comme une infériorité, parfois comme un enrichissement. C'est par rapport à l'autre que nous nous situons et que nous produisons une auto-identification. C'est ça qui nous permet de dire « je suis » où nous sommes. Par ailleurs, il est important d'être présent à l'instant pour comprendre le monde qui nous entoure, les interactions qui s'y jouent et notre contribution
comme une forme de réponse à cet écosystème. Alors oui, être libre, c'est être responsable et cela peut être angoissant de faire usage de la liberté. C'est entre autres pour cela que bon nombre d'organisations ne cherchent pas sincèrement à développer la notion de responsabilité chez leurs managers. Elles en posent l'intention, mais ne vont pas au bout de sa matérialisation parce que cela peut devenir vertigineux pour elles. Et dans celles qui sont dans un besoin de contrôle, les organisations, ce n'est guère compatible. Ce n'est donc pas un titre ou une fonction qui va vous rendre responsable. C'est la liberté dont vous ferez usage de cette responsabilité qui indiquera si vous l'êtes vraiment. De quoi sommes-nous réellement responsables ? Comment assumons-nous nos choix et nos actions ? Et quels arrangements faisons-nous de notre liberté lorsque cela nous arrange ? Voilà, la première escale de notre parcours réinvention est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de cheminer jusqu'à la prochaine escale qui sera consacrée au parcours initiatique que tout être humain peut vivre dans sa vie et que Joseph Campbell raconte merveilleusement bien dans son ouvrage « Le héros aux 1001 visages ». Le voyage héroïque sera donc le thème de notre prochaine escale et j'aurai plaisir à développer les 12 étapes qui constituent ce voyage et qui pourront faire écho à l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.